Bonsoir. La francophonie est capable de surprendre par l'envergure de ses actions, donnant naissance aux coopérations pertinentes qui persistent et prouvent leur importance en dépit des vicissitudes parvenant au long des années. Et cela est une véritable conquête dans tout domaine d'activité dont l'un sera la pièce maîtresse de notre échange avec l'invité de ce soir, qui est Madame Anna Matevosyan, docteur en droit à l'Université Montpellier 1, spécialisée en droit international et droit humanitaire et coordinatrice des relations internationales dans la même université, dans l'Université Montpellier, Paul Valéry Montpellier. Bonsoir Anna Matevosyan et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre présence. Et j'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qui vous a conduit vers le français? Comment vous avez fait la rencontre avec le français, la francophonie dans votre parcours? Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et moi je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une ambiance très internationale. Donc depuis l'enfance j'étais noyée dans cette ambiance internationale. Donc depuis que j'étais petite, j'ai entendu parler plusieurs langues à la maison parce que pour des raisons familiales, parce que mon père il travaillait dans les relations internationales, donc on avait souvent des gens venant de France. Et je me suis dit quand j'étais petite qu'un jour je vais apprendre le français. Lui-même, il était francophone? Il comprenait un petit peu, mais c'est vrai, à l'époque, c'était pas évident parce que c'est une autre génération, il parlait plus espagnol. Et donc, depuis l'enfance, je me disais, quand je grandirai, je vais apprendre le français et je vais parler français. Mais après, comme je commençais à étudier à l'Université d'État de Yerevan, à la faculté de droit, je commençais à apprendre l'anglais. Donc, le français était mis à côté un petit peu et c'est plus tard que, grâce à une coopération qui existait entre l'Université d'État de Yerevan et l'Université Montpellier, j'ai eu la chance de partir en France pour un petit séjour et c'est là que j'ai compris que le moment est arrivé, donc il faudra que je commence à apprendre le français. Donc vous l'avez appris à l'âge adulte plutôt? Plutôt à l'âge adulte, oui. Et en fait, c'est parce qu'à travers de la langue française, je voulais absolument apprendre la culture, cet riche héritage de la France, de découvrir les gens, de découvrir l'histoire, la culture. Parce que c'est vrai que la langue est la porte vers le pays et aussi vers l'histoire de ce pays. Donc c'est plus à l'âge adulte que j'ai commencé à apprendre le français. Et je continue toujours, hein, parce que la langue est tellement riche que... Oui, c'est un travail permanent, permanent pour toute la vie. La maîtrise de la langue française vous a évidemment, et l'adhésion à la francophonie, on va dire, vous a évidemment aidé pour intégrer dans cette culture, comme vous le dites, et ça continue encore. Mais je voulais savoir, est-ce que ça vous a vraiment ouvert de nouvelles possibilités, de nouvelles portes vers d'autres acquis, vers d'autres savoir-faire? Bien sûr. Moi, je pense que la langue française, elle est tellement riche, même des sujets purement scientifiques, fermes, que dans les autres langues sont présentés à manière plus concrète. La langue française permet de l'évoluer différemment. En fait, moi, étant juriste, je fais une thèse en langue française et c'est vrai que je me suis rendu compte que l'approche de recherche est très différente. La langue française, elle est riche, elle est très profonde, elle permet d'aller subtile. Donc en fait, c'est pas sec. Donc en fait, c'est chantant. Donc même dans le droit, en faisant la recherche, je me suis rendu compte qu'il y a une approche littéraire que je dois apporter. Et après, c'est vrai que en apprenant la langue, j'ai pu rencontrer des gens très intéressants. Avec une culture riche. Et c'est grâce à la langue que j'ai pu aussi découvrir la richesse de l'histoire du pays.
j'imagine que notre génération, quand on était petite, on a tous grandi en lisant les livres des écrivains français. Et dans la tête, on avait une image du pays qu'après, on voulait découvrir en vrai. Donc, c'est ce qui s'est passé aussi avec moi. Et après, comme je suis partie quand même dans le cadre de mes études, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens de ce milieu scientifique français et de l'échanger avec eux. Donc c'est vrai que la langue m'a permis de découvrir aussi ma spécialisation, mais autrement, c'est-à-dire dans un autre langage, dans les autres échanges et dans l'autre héritage. Vous avez mentionné cette coopération entre l'Université de Montpellier et l'Université d'État de Yerevan. Donc, c'est grâce à ça que vous êtes aussi parti pour faire ce stage, pour faire ce doctorat aussi. Donc, c'est un véritable projet francophone qui a franchi toute épreuve pour maintenir son importance tout au long des années, il me semble, parce que ça dure jusqu'à maintenant. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de cette belle collaboration? Je sais que vous la connaissez parce que votre père, il était à l'issue de la création de cette coopération très importante entre l'Université de Montpellier et l'Université d'État de Yerevan, car il était le vice-recteur de l'Université d'État. Oui, il était vice-recteur des relations internationales pendant 30 ans de l'Université d'État de Yerevan. Et c'est vrai que cette coopération, je tiens beaucoup à cœur. C'est quelque chose de très important. Donc, je suis prête à parler de ce sujet pendant des heures. On est prêt. C'est le destin, ce fait que aujourd'hui, je travaille à l'Université Paul Valéry dans le service des relations internationales. Donc, en fait, je suis un vrai exemple de cette coopération, de la réussite de cette coopération. Le premier accord a été signé en 1986. Et à l'époque, c'était le recteur Ambartumian qui était signataire de l'accord. Il s'est déplacé à Montpellier. Mais la coopération même, l'idée de cet accord a été initiée par monsieur Gérard Dédéian, professeur de l'Université Paul Valéry, et mon père, Raphaël Matevosian, qui était à l'époque vice-président des relations internationales. Évidemment, c'est grâce à ces deux personnalités que l'accord a donné une efficacité qui dure depuis 35 ans, plus que 35 ans. Initialement, l'objectif de l'accord, c'était favoriser les échanges des enseignantes, organiser des colloques, des séminaires, développer la recherche. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense, je connais pas peut-être très bien l'historique des autres établissements, mais quand même pour l'Université d'État de Yerevan, c'était un accord assez important dans ce domaine parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'université française, il n'y avait pas d'autres institutions qui avaient les liens aussi actifs avec... C'était encore à l'époque soviétique. Oui, donc en fait, il n'y avait pas encore l'université française qui aujourd'hui quand même serve comme un pilier important. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que je suis prête de parler de cet accord, cet accord assez longtemps parce que je tiens beaucoup à cœur. Et cet accord a permis d'organiser des échanges de plusieurs enseignantes depuis des années, en fait. Je rencontre chaque fois quand j'arrive des enseignantes et les étudiants qui ont fait leurs études à Montpellier. Donc, en 2016, nous avons organisé la célébration du 30e anniversaire de cette coopération. Donc, on a eu l'idée à l'Université Paul Valéry de faire une série de conférences, y compris à Montpellier et également en Arménie, à Yerevan. Et donc, on a eu une délégation qui est arrivée de l'Université d'État de Yerevan à Montpellier pour donner une série de conférences multidisciplinaires. Et également, l'année suivante, c'était la délégation de Paul Valéry qui s'est déplacée en Arménie, une grande délégation, et on a organisé une série de des conférences, il y a eu des publications communes, donc c'était très important pour justement marquer le 30e anniversaire de cette coopération. Et d'ailleurs, c'est à cette période que j'ai commencé à travailler à l'Université Paul Valéry, parce qu'avant, j'étais plus enseignante, même à l'université, j'enseignais, mais l'occasion de célébrer cet événement m'a donc permis d'intégrer dans l'équipe internationale du service des relations internationales de l'Université Paul Valéry, où je travaille jusqu'à maintenant.
Il y a quelques Vous années, avez continué symboliquement le rôle de votre sincèrement, père c'est en vraiment, France. c'est quelque chose d'incroyable, comme quoi la situation, oui, qui m'a justement placée dans un endroit où je peux être utile pour continuer le travail de mon père, mais de l'autre côté en fait. Et c'est vrai, initialement, en fait, cet accord permettait de faire les échanges, comme je vous ai dit, dans des enseignants, des chercheurs. Mais il y a quelques années, nous avons pu aussi, l'université Paul Valéry a signé un accord aussi, Erasmus+, que vous connaissez certainement. Et c'est un grand avantage parce que dans le cadre de ce projet, nous avons quand même la possibilité financière de organiser aussi les mobilités étudiantes. Donc actuellement, Montpellier, ou l'université Paul Valéry Montpellier accueille 6 étudiants de l'Université d'État de Yerevan. Dans quel domaine? C'est essentiellement langue, littérature, histoire. Donc en fait, et de l'Université Paul Valéry, il y a aussi des places pour pouvoir venir continuer ses études à l'Université d'État de Yerevan. Depuis l'année dernière, on a intégré dans cette coopération l'Institut de Brusov, et je pense que cette année aussi, l'Institut de cinématographie également fera partie de cet accord. Donc en fait, on essaie d'élargir vers d'autres disciplines. Ce qui est très important. Très important. Mais quand même, l'Université d'État de Yerevan reste le contact privilégié vu l'historique bien fondé. Voilà. Merci Anna pour cette explication détaillée. Vous avez mentionné que vous avez travaillé en tant que prof. Et je sais que vous avez eu une riche expérience d'enseignante, non seulement en France, mais aussi en Arménie. Vous avez enseigné à l'Université d'État de Yerevan, à l'Université française en Arménie. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les différences peut-être, ou je ne sais pas, les points communs entre les étudiants arméniens et entre les étudiants français? Moi, j'ai plus d'expérience de travailler en tant qu'enseignante à l'Université d'État de Yerevan. En fait, j'ai un parcours très académique en Arménie. En fait, quand je finis mes études, quand je soutiens ma thèse, après, je travaille comme prof à l'Université d'État de Yerevan, à la faculté de droit. Vous enseignez le droit international? Droit international, droit humanitaire, plusieurs disciplines dans le domaine du droit international. Et en fait, parallèlement à l'Université française. Et c'était une période où voilà, j'étais impliquée aussi dans l'organisation de plusieurs événements internationaux, étant le membre de la faculté de droit. Et c'est vrai que j'ai adoré enseigner. C'est quelque chose qui me manque aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'enseigne plus. Vous êtes plutôt dans le côté administratif? Tout à fait. En fait, c'était un choix que je fais par rapport à ma situation. Et en fait, quand je déménageais en France, c'était dans le cadre d'un projet postdoctoral. Donc, je commençais à enseigner à l'université Paul Valéry. Et je vais être honnête, au début, cette différence et les approches de méthodologie m'a un petit peu frappée, m'a un petit peu surpris parce qu'en fait, nos étudiants, nous, on donne plus les informations, les connaissances théoriques et nos étudiants sont prêts à vous répondre à vos questions sans problème, mais ça sera plutôt une présentation théorique. Tandis que quand je commençais à enseigner à l'université en France, je me suis rendu compte qu'il y a une approche très critique, comme on dit, les Français sont révolutionnaires par nature. Donc, quand je commençais à expliquer certains sujets, je me suis rendu compte que dès le début, il y avait une certaine approche critique, révoltant. Et au début, ça m'a bouleversée. Et après, je me suis rendu compte qu'il faut que j'entre dans ce jeu pour pouvoir comprendre comment... Et c'était parfait parce qu'en fait, ça donnait la possibilité d'avoir des dialogues, des discussions. Et c'est là que l'esprit analytique, sort. Parce que les étudiants avaient cette approche d'analyser plus qu'avoir des connaissances purement théoriques. Académique, donc en fait, je pense académique. Donc je pense que c'est ça la différence essentielle entre l'approche. Aujourd'hui, peut-être ça change vu que moi, ça fait des années que je n'enseigne plus à l'Université d'État de Yerevan. Mais à l'époque, c'est ça ce qui me frappait. Donc, mais c'est deux expériences
très différent, mais en même temps riche, et très riche. Et j'aimerais quand même, je pense que l'idéal, c'est combiner les deux méthodes. Et aujourd'hui, je pense que l'Université d'État de Yerevan font quand même, vu qu'il y a quand même plus des échanges, plus des mobilités, ça évolue bien sûr, ça reste pas la même manière qui était il y a des années. Oui, oui. Et une autre activité que vous avez pratiquée en Arménie, c'était votre travail au ministère de la Justice. Moi, ministère de la Justice, c'était le premier emploi que je commençais à travailler après mes études de faculté de droit. Donc en fait... C'était en quelle année? C'était en 2000, depuis de 2002 jusqu'à 2006, 2007. En fait, ça date, hein, ça date, ça fait bien longtemps. Mais moi, je travaillais dans le département des réformes juridiques et judiciaires. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme je parlais déjà le français, ça m'a permis aussi d'accéder à des informations et des ressources en français. Justement, je voulais poser cette question, si vous avez remarqué les parallèles peut-être entre les systèmes juridiques arméniens et le système juridique français. En fait, vu que le département où je travaillais était justement, qui s'appelait les réformes juridiques, l'objectif était d'améliorer la législation arménienne et mettre en conformité avec les exigences européennes, en fait. Parce que nous, on devait avoir quand même la conformité avec les demandes des normes et des standards internationaux. Et c'est vrai qu'on prenait l'exemple du droit français comme un exemple de modèle. Et c'est vrai que c'est évident que le droit arménien, il est très influencé par le droit français. D'ailleurs, la constitution actuelle, elle reprend tout à fait la constitution, pas tout à fait, mais elle est beaucoup influencée par la constitution de 4e République française. En fait, il y a beaucoup de similarités en fait entre notre constitution et la constitution de cette époque. Voilà. Donc, c'est très influencé, donc je peux dire. Donc, cette époque, mon travail principal, il était de chercher la méthodologie et les sources qui seront appliquées après en droit arménien. Voilà. Avez-vous eu des résultats parlants, pertinents? Bien sûr. En fait, justement, en fait, c'est vrai que l'Arménie, après la période de l'Union soviétique, il fallait aller vers modernisation du système juridique, il fallait aller vers les standards européens et internationaux. Donc, c'était et je pense même aujourd'hui, de droit, ça reste jamais sur place. C'est un domaine qui doit évoluer tout le temps. C'est un domaine qui est toujours... Oui, avec les exigences, les standards. Donc, le droit international, il dicte certaines règles à droit national qui doivent être respectées. Donc, c'est pour ça, en fait, nous, on essayait de trouver un équilibre juridique en se basant sur l'expérience d'autres pays qui avaient des modèles démocratiques qui pourraient servir comme une source d'inspiration. Qui étaient beaucoup plus développés, évidemment. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des coopérations juridiques actuellement entre les systèmes français et arméniens? C'est sûr. Il y en a et ça continue. Moi, je sais que je suis pas directement impliquée, mais par exemple, récemment, il y a les avocats de barreau de Montpellier qui sont arrivés en Arménie pour établir une coopération avec le barreau de la République d'Arménie. Et bien sûr, dans les autres domaines, malheureusement, je ne peux pas répondre plus en détail, mais certainement ça continue. La France reste quand même un pays qui est très important pour l'Arménie dans plusieurs domaines, y compris droit. Anna, vous êtes actuellement la coordinatrice, comme on avait dit déjà, des relations internationales à l'université Paul-Valéry Montpellier. Et ce travail sous-entend beaucoup de projets internationaux qui se font au sein de l'université. Est-ce qu'il y a des modalités d'échange entre universités, mais avec l'Arménie cette fois-ci, les projets francophones actuels ou des projets d'échange qui ont eu certaines modifications?
Moi, je travaille aussi en relations internationales de l'Université Paul Valéry. Il est vrai que je suis normalement responsable pour des projets qui n'ont pas à voir avec l'Arménie directement. C'est international, c'est normal. International, mais étant donné que je suis arménienne, voilà, dans le sens où je fais mon possible. Vous imposez votre arménité. J'impose et mes collègues essayent parfois de me montrer que Anna, tu es pas l'avocat de l'Arménie, tu es pas l'ambassadrice d'Arménie, mais ça marche pas parce que je pense qu'au contraire, c'est eux qui ont commencé maintenant de l'Arménie à l'université. Tout à fait. Mais maintenant c'est mes collègues qui ont commencé. J'ai eu la chance de travailler dans une équipe qui est très ouverte à toutes les propositions qui peuvent être aidées à développer cette coopération avec l'Arménie. Donc en fait, mon équipe, il est très soutenante dans pour cette coopération, pour que cette coopération continue. Et heureusement aussi que mes collègues de l'Université d'État de Yerevan aussi, pour eux, cette coopération avec Montpellier, il reste quand même une coopération privilégiée à mon avis, parce que vu qu'il y a quand même une historique très précieuse, il y a quand même une historique qui est assez importante. Ça reste quand même un premier pays où on a pu développer comme un modèle des relations. Donc, et pour les collègues de l'Université d'État de Yerevan et pour les collègues de Montpellier, ça reste un accord assez important. Moi, comme je vous ai dit, depuis quelques années, nous avons ce projet Erasmus+, qui permet quand même d'organiser plus facilement les mobilités des étudiants et des enseignants. Donc, on a des enseignants qui peuvent venir, les enseignants de l'Université d'État de Yerevan qui peuvent partir en France. Et parce que financièrement, ça permet quand même de mieux organiser ces séjours et de profiter pleinement de cet avantage, de l'avantage qui propose ce programme. Après, il y en a plein des idées moi, je souhaiterais continuer à développer, comme je vous ai dit dès le début. Pour moi, c'est en fait, coopération, c'est un domaine qui est très important. Donc, tant que je suis là-bas, j'espère que cette coopération va développer. Vous allez favoriser. Je fais mon possible. Je fais mon possible, parce que pour moi, c'est vraiment très important. On vous remercie pour cela. Et je voulais savoir, est-ce que l'échange des étudiants se fait en deux directions? Parce que vous avez dit qu'il y a des étudiants actuellement même qui font leurs études à l'Université de Montpellier, mais est-ce qu'il y a les étudiants français qui viennent en Arménie? L'accord permet si je ne me trompe pas, il y a 2 places par année, par semestre, qui permettent aux étudiants français de venir à Montpellier. Le seul problème, c'est que depuis quelques années, après la situation, après la guerre et tout, je pense que il y a moins de demandes, en fait. Avant, on a eu des étudiants qui sont venus, qui ont fait leurs études ici, et c'était très bien. Il y a aussi le problème peut-être de diffusion d'informations qui persiste, parce que c'est vrai que l'Arménie peut-être c'est une destination intéressante, mais peut-être il faudra qu'on travaille mieux pour aussi présenter les possibilités que l'Arménie ouvre aux étudiants français, mais quand même la possibilité existe et on a eu des étudiants qui sont venus en Arménie grâce à ce projet. Est-ce que c'était les étudiants français d'origine arménienne ou pas forcément? Il y en a une, mais les restes non. En fait, on a eu aussi les Français qui sont venus. Mais ça aussi, c'est un travail qui doit être mené aussi par les enseignants, parce que je pense que, comment dire, chaque accord existe s'il y a vraiment derrière des personnalités qui gèrent et qui investissent. Par exemple, M. Dédéan, qui était pendant des années responsable de cet accord, il a fait son possible pour que cet accord fonctionne. Actuellement, il y a aussi d'autres enseignants qui étaient les étudiants de M. Dédéan qui continuent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être faire plus pour que ça fonctionne de l'autre sens aussi. Parce que de l'Arménie vers la France, quand même, il y a la demande, elle est assez importante. Il y a les étudiants qui souhaitent aller parler, et c'est une opportunité unique et importante. Et je sais que voilà, même l'Université d'État d'Yerevan tient beaucoup à cette possibilité.
Cet amour envers la langue française, ça aide beaucoup pour bien sûr, propager. Et moi, d'ailleurs, je voudrais souligner que je suis très contente de nos étudiants parce qu'en fait, les étudiants qui viennent d'Arménie, moi, je les connais tous, parce que quand ils arrivent, évidemment, je suis là pour les accueillir également, et je suis très fière parce que ce sont des étudiants très motivés, qui ont envie d'apprendre, donc il reste quand même une image assez positive à l'université Paul Valéry. C'est super, merci. Et dernière question peut-être, ma dernière question, je sais qu'il y a un livre qui a été publié et dans la publication de ce livre, vous avez eu un engagement. Le livre s'appelle Les justes et gens de bien du génocide des Arméniens. Ça parle de quoi ce livre et quelle était votre part d'engagement dans la publication de ce livre? En fait, ce livre, c'est grâce à Monsieur Dédéian, notre cher Monsieur Dédéian, que j'ai commencé à participer à cet ouvrage, en fait. Monsieur Dédéian, il est historien, donc c'est un historien qui a une... remarquable, donc, et c'est vrai qu'en fait, l'idée de ce livre venait aussi d'autres personnes qui ont participé comme co-auteurs de ce livre, avec Monsieur Dédéian, de présenter les personnalités qui ne sont pas arméniens de naissance et par ses origines, mais qui ont aidé aux Arméniens pendant le génocide arménien. En fait. Donc en fait, l'idée venait justement de présenter des personnes qui étaient témoins de génocide, qui étaient massacres, qui ont fait leur possible pour aider aux Arméniens et dans cette situation terrifiante. Donc en fait, c'est vrai que nous, on sait tous ce qui s'est passé, on n'a pas besoin d'étudier en détail, mais pour moi, en fait, c'était une période de ma vie très troublant et difficile émotionnellement, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas historienne, donc mon objectif, c'était de faire la recherche, vu que je parle plusieurs langues, et donner les informations nécessaires aux auteurs qui vont après rédiger le livre, parce que moi, je ne suis pas historienne, donc je ne peux pas faire les conclusions historiques dans ce sens. Et pour moi, mon rôle était en fait de lire les informations, de rassembler les informations et de vous donner aux auteurs, M. Dédéian. Et moi, je trouve que c'était une période très, très difficile, comme je vous ai souligné, parce que j'étais obligée de lire tous ces témoignages, analyser, voir, et c'était très difficile. Peut-être de connaître de près aussi tout ça. Connaître de près, et aussi, en fait, c'est quelque chose qui nous, on a tous, en tant que rescapés de génocide, des enfants de rescapés de génocide, on a appris depuis l'enfance, mais voir les témoignages écrits... On a ce vécu transgénérationnel. Oui, ça m'a beaucoup bouleversée, et c'est vrai que ce sujet reste très sensible actuellement, parce que quand même... c'est très dur. Et justement, l'objectif de ce livre était de parler des gens qui ont aidé aux Arméniens, de parler des gens qui ont eu le courage d'en parler, qui ont malgré toutes les situations, parce que c'est les gens courageux qui changent l'histoire, en fait. Et c'est grâce à ces gens qu'il y a eu beaucoup des enfants, des Arméniens qui ont été sauvés, qui ont pu quand même continuer leur vie et avoir des générations et les enfants. Donc voilà, c'est grâce à ces personnes. Donc il fallait quand même parler de ces gens et présenter. Donc ce qui a été fait grâce à ces livres. Merci à vous pour ce travail. Merci infiniment d'être avec nous ce soir et beaucoup de succès à tous vos projets, Anna. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'était un vrai plaisir de s'échanger avec vous. Un grand plaisir de vous accueillir. Merci.